Bonjour, bienvenue à LVA TV. Ce matin, nous rencontrons Michel Saint-Pierre. Alors, Michel Saint-Pierre, c'est à la fois... Bonjour Michel Saint-Pierre. Bonjour M. Patelli. Vous êtes à la fois sous-ministre au MAPAC de 2004 à 2008. Vous avez été pendant de nombreuses années président de la Société de financement agricole, qui est devenue la Financière agricole. Vous êtes en ce moment président d'honneur des Journées de l'Institut. On y reviendra, de l'Institut Jean Garon. On y reviendra tout à l'heure. Mais on est très heureux de vous rencontrer parce que là, on est parti pour une conversation. C'est pour ça qu'on est installé comme ça ce matin. On veut essayer d'entrer en profondeur sur une réflexion sur l'agriculture. Il y a beaucoup de sujets qu'on veut aborder avec vous. La première portion de l'entrevue, on aimerait ça vous parler de transformation alimentaire. Parce que on sait qu'il y a à peu près 3000 producteurs porcins en fait, au Québec, dont seulement 200 maintenant sont indépendants. Et le prix du porc s'envole actuellement. Et on se disait, mais finalement, il n'y a plus de producteurs indépendants. C'est quoi qu'est-ce qui fait que cette production s'est tout d'un coup intégrée massivement dans les dernières années et qu'on vit cette situation au Québec? D'abord, je dois vous dire que ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. À l'égard du porc, il faut bien reconnaître que d'abord, on a une industrie qui s'est développée en filière, en bonne partie. Elle s'est développée avec l'exportation comme étant un marché extrêmement important et qui entrent en compétition directement avec d'abord nos voisins plus importants qui sont à la fois des acheteurs, des Américains, et aussi des producteurs sur le même marché. Et on se retrouve finalement en concurrence et c'est le modèle qu'on a adopté. C'est un modèle pour lequel on est en concurrence directe sur une production d'un porc qui est relativement homogène dans ses caractéristiques, qu'il soit produit ici aux États-Unis, au Danemark par exemple. C'est le marché qui est, on peut dire, notre marché qui donne le ton. Donc, ça crée des obligations de très haute performance. Et on est un marché d'extérieur, en fait. Oui, évidemment, il y a un marché intérieur aussi, mais le marché d'exportation du Québec n'est pas négligeable, il est extrêmement important. Et ça nous oblige, évidemment, à avoir des conditions d'élevage ou des performances qui sont comparables à nos voisins. Et nos voisins peuvent bénéficier même de certains avantages concurrentiels. Au niveau main-d'œuvre, on le sait, là, c'est pas toujours dit de façon très, très officielle, mais on sait que c'est le cas. Puis qu'est-ce qui nous différencie de la France, de l'Europe, notamment de la France? On avait récemment une entrevue avec Christiane Lambert qui nous exprimait le fait que les producteurs de porc sont essentiellement indépendants en fait en France. Bon, d'une part, je dirais que c'est vrai pour l'Europe, France, Italie, Espagne. Ce sont des marchés intérieurs qui créent la demande. Donc, la France n'est pas orientée vers l'exportation, elle est orientée vers sa demande intérieure qui elle-même est elle n'est pas homogène. Il y a des spécificités régionales qu'on aime évidemment valoriser et ça crée un contexte qui est très, très différent. Ça crée un contexte qui est beaucoup plus près, là, si je veux donner un exemple, de nos productions de terroir ici. Évidemment, là-bas c'est plus important, la population est plus grande, évidemment, on parle de quoi, 60 millions d'habitants? Plus, même. Et plus près de 70 probablement aujourd'hui. Alors, donc on a une population beaucoup plus grande. Donc c'est un marché intérieur, c'est un marché beaucoup plus segmenté et ça peut en bonne partie expliquer cette grande différence-là au niveau du type de ferme qui produit du porc. Dans l'actualité agricole actuelle dans le monde porcin, on a tous entendu parler de la rumeur qui possiblement se précise actuellement d'un achat de F. Ménard, possiblement par la Coop fédérée. Est-ce que vous avez de l'information par rapport à ça, vous, dans vos réseaux, en tant que ancien sous-ministre au MAPAC? Et l'autre question qu'on vous poserait par rapport à F. Ménard, ou à toute autre compagnie, ce serait demain matin une coopérative comme la Coop fédérée, des achats éventuels d'étrangers, parce qu'on entend souvent, vous savez que sur ce plateau-là, Émilie Lessartérien nous a parlé des Chinois qui achetaient des terres, et je dirais le fantôme du Chinois revient souvent dans l'actualité agricole. En fait, qu'est-ce qui se passerait demain matin si une entreprise étrangère voulait acheter une grosse compagnie comme F. Ménard ou comme la Coop fédérée? Le fait que ces compagnies-là, elles détiennent aussi des terres agricoles, en fait. Bon. Il se passerait quoi? Bon, à l'égard d'une part de la transaction dont on parle, j'en sais pas beaucoup plus que ce qu'on a pu lire dans des journaux de gens qui suivent ça. Là.
pense que c'est une transaction qui semble être, qui fait l'objet d'études au niveau de la concurrence. C'est un peu l'impression que j'en sais, mais pas plus que ça. En ce qui concerne l'achat possible ou théorique par des non-résidents, il ne faut pas oublier, puis ça on l'oublie très très souvent dans le dossier, dans la question de l'achat des terres par des Chinois, on oublie qu'il y a une loi qui est adoptée un peu après celle de la protection du territoire agricole qui concerne l'acquisition des terres agricoles par des non-résidents. Et cette loi-là est très, très claire. D'abord, pour le fait que des personnes physiques qui veulent acheter une terre au Québec doivent être résidentes et elles doivent être résidentes pour les 3/4 des 4 dernières années. On peut dire l'équivalent de 3 années complètes. Les fameux 1095 jours sur les 48 mois. Oui, donc on peut dire que c'est une personne qui a résidé ici sur une période assez longue. Elle devient à ce moment-là un statut de résident. S'il s'agit d'une personne morale, une corporation qui achèterait un ou l'autre FPDA ou quelque chose, cette corporation-là doit aussi être détenue plus de 50% par des personnes de ce type, des personnes qui sont des résidents du Québec, exactement selon le même modèle, depuis une assez longue période, donc l'équivalent de 3 ans des 4 dernières années. Donc cette loi-là, on l'a beaucoup oubliée dans le débat chinois. D'ailleurs, je n'ai pas entendu parler, moi, de cette loi-là. Chaque fois qu'on brandissait la possibilité que les Chinois achètent les terres du Québec, ma réaction, donc c'est un faux débat à votre sens. C'est un faux débat. Les Chinois, il y en existe, ils en résident au Québec, ils peuvent acheter des terres, mais je ne vois pas comment quelqu'un qui actuellement quitte la Chine continentale à Pékin et s'en vient ici pour acheter une terre. Non. Non, il y a une loi qui est très claire, qui a été adoptée un peu dans la foulée, dans l'année qui a suivi, de fait, la loi de protection du territoire agricole, et qui nous met à l'abri de ça. Là. Donc, ça prendrait, permettez l'expression, une sorte d'entourloupette que je ne connais pas pour que une telle chose se passe, mais ça ne sera pas au grand jour, certainement que ça va se faire. Concernant la transformation alimentaire, l'autre aspect qu'on voudrait aborder avec vous, ça concerne les bœufs et les bovins, en fait, et les vaches de réforme. Puisque, vous savez, on connaît tous l'histoire un peu horrible de Colbex, la façon dont ça s'est terminé, et la faillite monumentale que ça a représenté. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer là-dessus, mais on aimerait ça aussi que vous nous parliez du parallèle que vous m'avez fait un petit peu en pré-entrevue avec l'abattoir Billette, pour bien distinguer les choses, parce qu'on comprend que Colbex, c'est les vaches de réforme, Billette, c'est plus le bovin. Puis dans la situation actuelle où on mange en fait 600 à 700 000 têtes de bœuf par année, mais qu'on en produit plus 300 000, 285 000 comme il y a 10 ans, mais seulement 85 000, il se passe quoi dans la transformation alimentaire au niveau du bœuf et de la vache de réforme? Je dirais que c'est un peu un drame tout ça, là. La question de Colbex a été largement citée dans les journaux. Ça a fait l'objet de contestations, ça a fait l'objet de demandes spécifiques devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires. Mais voilà, ce que j'en sais, c'est ce qui généralement en est sorti. Mais ce qu'on a oublié, c'est que quelques années plus tôt, il y avait un abattoir, l'abattoir Billette de la région de Valleyfield, qui a été acheté justement pour, un peu de la même façon, par les producteurs pour faire l'abattage spécifique de bouvillon. Ça, c'est la filière véritablement bouvillon, alors que Colbex, Lévinoff, c'était la filière vache de réforme. Dans les deux cas, ça a été des échecs. Il y a des analyses qui ont été faites sur ces échecs-là. Dans les deux cas, ça a été géré par les fédérations? Par des corporations créées de façon spécifique et un peu exceptionnelle par les fédérations de producteurs de bovins et aussi laitiers dans le cas de Colbex. Je ne connais pas dans quelle proportion, dans le cas de Colbex, Lévinoff, il y a producteurs laitiers qui étaient là. Donc, je crois qu'encore aujourd'hui, il y a des prélevés qui permettent, qui se veulent
compenser pour les engagements financiers qui ont été pris à ce moment-là. Mais si ces deux échecs-là sont avérés, ça veut dire que finalement, c'est parce que ça a été acheté trop cher ou ça a été mal géré? C'est quoi l'analyse qu'on fait de ça, en fait? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. Là, c'était payé très cher. Dans le cas de Colbeck, c'était tout le moins. Je ne connais pas autant la transaction parce qu'on en a moins parlé, mais celle de Biette. Mais celle de Colbeck, c'était payé très, très cher. C'était payé dans un contexte particulier où l'entreprise a été rentable et très rentable, mais un temps court, relativement court, et par la suite, le marché est devenu un marché ce qu'il était antérieurement, et le niveau d'endettement, à tout le moins, puis d'autres facteurs qui sont probablement très administratifs, là, que je connais. Mais y a-t-il un avenir, en fait, à la transformation alimentaire dans le domaine du bœuf et de la vache de réforme? On sait que les animaux font des milliers de kilomètres en fait, avant d'arriver dans nos assiettes, à part pour le bœuf très spécifique du bœuf Québec, mais qui est très minime. Ouais. Est-ce qu'il y a un avenir pour l'industrie alimentaire dans le bœuf au Québec? Il devrait y avoir un avenir. Il devrait y avoir un avenir. C'est certain que ça implique des investissements très importants, mais on n'a pas peut-être trouvé la bonne formule pour le faire. Les spécifications nécessaires à avoir un abattoir qui est sur un marché qui peut exporter sont beaucoup plus exigeantes, là, ces normes-là. Mais je ne peux pas voir, je ne peux pas comprendre pourquoi on n'y arriverait pas. Je veux dire, un bon plan d'affaires basé sur des prémices raisonnables, avec de bons liens au niveau d'approvisionnement. Le marché, là, on le connaît, le marché, il est approvisionné déjà à partir de l'extérieur, puis on fait abattre à l'extérieur. Alors, non, je n'ai pas eu l'occasion de faire une étude spécifique récemment, mais dans une vie antérieure, lorsque j'étais chez Sukiya, des projets comme ceux-là paraissaient être faisables et viables. La question ne peut pas tomber dans un excès de coûts, aussi bien de coûts d'opération que de coûts d'investissement, ce qui a peut-être été le point d'achoppement des projets dont on a des abattoirs Biette et Colbex. Alors, restons dans le domaine de la vache. Avant qu'elle soit une vache de réforme, elle est une vache laitière. Qui dit vache laitière dit gestion de l'œuf, dit quota. On sait que vous faites un lien comme ça. Un lien comme ça. On sait que vous avez été un des signataires de la gestion de l'œuf 2.0 qui avait été Monsieur Pronovo. Monsieur Pronovo avait été signataire de la gestion de l'œuf 2.0 qui avait été poussée par l'Union paysanne pendant une période. On sait qu'il y a eu donc une volonté de développer je dirais une modernité à la gestion de l'œuf par plusieurs acteurs au Québec. Je ne sais pas où vous vous positionniez à l'époque dans ce cas-là, mais est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu sur les débats de la gestion de l'œuf depuis les 3 dernières années en lien avec le lait diafiltré, etc., toute la défense qui a été faite pour la gestion de l'œuf à tous les niveaux et tous les traités qui ont été signés et finalement le démantèlement quand même petit à petit de cette fameuse gestion de l'œuf, est-ce que vous seriez partisan de dire parlons franchement aux producteurs, puis donnons-leur un avenir en leur disant la gestion de l'œuf, elle est garantie pour 5 ans ou pour 15 ans ou pour 25 ans. Est-ce qu'on peut vraiment leur garantir à vie? D'abord, si vous m'aviez posé cette question-là il y a 25-30 ans, j'étais un partisan justement d'une gestion de l'offre. On ne parlait pas de 2.0, mais d'une gestion de l'offre revue et comment dire, adapté à la réalité. Vous étiez partisan de la gestion de l'offre 2.0 avant la gestion de l'offre 2.0? Moi, bien longtemps, parce que je trouvais que d'abord, elle était associée beaucoup, quand j'étais au financement agricole, à un niveau d'endettement plus élevé. Le coût des quotas avait connu une escalade absolument formidable. On avait atteint les 30 000 $ du kilo jour. Alors, résultat, c'était une époque. Le regard que je porte aujourd'hui est assez différent dans le sens où il y a une réalité. C'est inquiétant de voir. Cette gestion de l'offre a permis à des régions de vivre. Elle est en même temps la richesse de l'agriculture québécoise. Voilà, elle est la richesse de l'agriculture québécoise. Elle est aussi au centre, bien souvent, d'une vitalité dans certaines régions qui ont beaucoup moins
de possibilités, d'options, en tout cas. Vous diriez que vous êtes moins drastique dans votre lecture sur la gestion de l'offre que vous l'auriez été il y a 25 ans? Je suis beaucoup moins, je suis même inquiet d'une situation actuelle qui est un peu le tapis qui glisse tranquillement sous les pieds. Ça m'inquiète. On ne peut pas rester insensible à ça. J'ai donc réfléchi. Mais j'en reviens au prémisse de la question aussi. Vous dites que le tapis glisse sous les pieds des producteurs à cause des signatures. Tout à fait, Est-ce qu'il y a un manque de responsabilité de la part des politiques de dire dans ce cas-là c'est quoi l'avenir plutôt que de voir le tapis glisser? On peut toujours dire sur les politiciens que c'est pas nous qui avons mis ça en place, c'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas se détacher de ça. On peut pas, ça fait presque 50 ans que la gestion de l'offre existe. Une loi a permis qu'on limite, qu'on ferme les frontières, qu'on fasse un marché intérieur, qu'on établisse un prix. Tout ça a été quand même appuyé par une loi ou rendu possible par une loi. Donc, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable quand on est en politique. On doit aussi regarder l'impact de ça qui est financier et social, qui est très important. Puis c'est quoi l'impact financier? Puis surtout, les producteurs qui disent la gestion de l'offre, c'est mon fonds de pension, ce qui est vrai en partie. Voilà. La gestion de l'offre, on fait quoi pour leur garantir ce fonds de pension? Ben voilà, si c'est un fonds de pension, et c'est comme ça que ça a été vu pour beaucoup, pour certains, tant mieux, c'est un fonds de pension. Pour d'autres, c'est une contrepartie à de l'endettement. C'est moins drôle, cette chose-là. Mais il reste que... Mais une option, je veux dire, que j'ai toujours eu dans la tête, c'est le fait que s'il doit y avoir des compensations aux producteurs, puis je crois que ça doit être le cas, elle doit aussi respecter le fait qu'on est dans une optique aussi de retraite un peu. C'est un fonds de pension. L'expression a été tellement souvent citée que je me dis, c'est un fonds de pension. Bien, pensons à un versement d'une somme qui serait quand même assez raisonnable là, par rapport à la valeur au bilan qu'on retrouve, là, qui est assez semblable, mais échelonné sur une période de, je ne sais pas moi, 15 ans. Ça serait une idée, là. Pour faire un débat, là, il faut avoir... On ne peut pas tout rembourser dans la même année, de dire... On ne peut pas simplement se braquer, et c'est là que je me dis, il faut faire quelque chose, il ne faut pas se braquer, et dire, je ne veux pas en parler. C'est malheureusement ce qui a été souvent le cas. On ne va pas en parler parce qu'effectivement, c'est sensible. Non, tout le monde réalise que c'est sensible, mais est-ce qu'on peut en parler quand même? Si on en parle, peut-être qu'amener une idée comme celle-là, au moins ça fera avancer le débat. Il y a eu une grosse mobilisation pour la défense de la gestion de l'offre, on le sait, dans les dernières années. Actuellement, il y a un débat qui est un peu similaire sur les quotas dans le monde du taxi. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec les deux mondes, en fait? Oui, des parallèles à faire, ça se ressemble. Ça se ressemble, oui. Évidemment, on en parle moins où c'est... L'agriculture a, comment dire, un niveau d'appui populaire beaucoup plus grand, à mon avis, que les taxis, pour des raisons historiques, en bonne partie. Les citoyens, les citoyens des villes, parce qu'ils sont très, très largement majoritaires, aiment leur agriculture, reconnaissent qu'il y a, que l'agriculture nourrit, et puis il y a cette reconnaissance-là qui est très, très forte. Qui est historique, en fait. Qui est historique, qui est entretenue également, puis je pense qu'elle est... elle explique en bonne partie pourquoi on a une plus grande sensibilité lorsqu'on parle de la gestion de l'offre que lorsqu'on parle des taxis, même s'ils ont un appui malgré tout. Là. Même si eux devraient avoir une compensation, parce que s'il y a compensation pour les producteurs de lait à un niveau acceptable, ça veut dire que dans la société civile, il faut aussi accepter qu'il y ait des compensations pour les quotas dans d'autres domaines aussi. Oui. La question qui se pose, c'est comment on finance ça. C'était bonne partie. Ça serait vrai pour toute la gestion de l'offre. On a une valeur au bilan pour l'ensemble, parce que la gestion de l'offre, c'est pan-canadien, c'est pas juste québécois. Là. On a puis qui est un souci dans le monde agricole aussi, j'imagine, pour l'ensemble des institutions financières. Tout à fait. Qui souvent s'accotent sur les quotas pour prêter. En fait. Oui, je pense. Les institutions financières doivent se croiser les doigts, elles aussi, là, actuellement, en disant qu'il ne faut pas que ça lâche, parce que quand même, elles ont avancé des fonds importants, soit pour l'achat de quotas, soit pour achat d'autres choses, l'expansion, achat de fermes voisines, sur la base d'une garantie que le quota constituait. Alors, les banques ne peuvent pas... mais j'allais dire,
la somme totale est importante. C'est pour ça qu'il faut regarder avec une certaine, une certaine période de temps. Dans le cas des quotas laitiers et avicoles, on parle certainement au Canada d'une valeur au bilan de l'ordre de 25 milliards, c'est-à-dire, non pas millions, 25 milliards. Donc, une somme loin d'être négligeable. On fait pas mal de choses avec 25 milliards. Pour terminer cette première partie, M. Saint-Pierre, j'ai avec moi deux rapports. Le rapport des céréaliers du Québec en 2009, où il disait d'ailleurs dans ce rapport qu'il fallait une importante réforme des politiques agricoles parce que les lois de mise en marché datent de Duplessis. Et il rappelait dans ce rapport que le rapport Pronovo, qui datait lui de 2008, disait que l'agriculture est prise dans un carcan qui l'empêche de saisir les opportunités. Est-ce que vous avez un avis sur cette lecture que faisaient les céréaliers et que faisait M. Pronovo? Bien, d'abord, j'ai lu le rapport de Pronovo, le rapport sur la Commission sur l'avenir de l'agriculture du Québec. Donc, vous étiez le mandataire, en fait. Que j'avais initié ouais. comme démarche. Donc, ce rapport-là, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et cette question-là de carcan, il mentionne à quelques reprises qu'il y a une forte cohérence dans tout ça qui fait en sorte qu'on n'en sort pas beaucoup. Et ce qu'il déplorait, Jean Pronovo, dans ses écrits, c'était que notre agriculture était trop concentrée dans des productions et on n'y voyait pas assez de diversité. Elle n'était pas assez plurielle, l'expression qu'il a utilisée à maintes reprises, et qu'on n'allait pas chercher les potentiels de certaines régions parce qu'on s'en tenait à... C'était trop uniformisé. D'une part, à du soutien, d'une part à la gestion de l'offre d'abord, qui est extrêmement importante, et au soutien par production précise de l'ASRA, sur lequel j'ai travaillé par la suite. Donc, oui. Tout ça me touche bien, effectivement, parce que, juste pour terminer, 90% à peu près de nos revenus sont dans une ou l'autre des catégories. Donc, on n'est pas à l'aise pour aller beaucoup en dehors de ces productions-là. D'ailleurs, vous parliez de l'ASRA, c'est la dernière question que je voulais aborder avec vous. Autant les céréaliers du Québec parlaient que l'agriculture était un peu figée comme du temps de Duplessis, mais vous, dans votre rapport Saint-Pierre, qui date de 2010, si je ne me trompe pas. 2009. 2009, pardon, donc c'était un an avant. La question sur l'ASRA, quand vous abordez l'ASRA, puis vous dites, à un moment donné, vous dites dans votre rapport, j'ai lu 3 fermes qui disparaissent par jour, c'est pas vrai, c'est de la consolidation, et au final, ça en prend moins d'État et plus de marché. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, est-ce que vous auriez le même bilan et est-ce que vous diriez, on a réussi, on a moins d'État et plus de marché? Bon, d'abord, sur la question de fermes qui disparaissent, c'est un cliché. C'est un cliché pour émouvoir, qu'on a vu beaucoup, mais quand on lève le doigt, on dit oui, mais les fermes ne disparaissent pas. Elles sont acquises par un voisin. Elles sont dans un processus de consolidation qui se fait depuis les années 60. Alors, on est parti de la petite ferme vivrière, et puis là, on a des grandes exploitations. Dans certains domaines, c'est beaucoup plus grand. Donc, la disparition des fermes, c'est la disparition des unités. Mais ce n'est pas la disparition de l'agriculture. Ce n'est pas la disparition de la production. Voilà, ce qu'on entend bien souvent, ou ce que les gens perçoivent quand ils sont en ville, c'était l'agriculture disparaît parce que les fermes... Non, ce n'est pas le cas. L'agriculture se consolide et dans toutes les productions, il y a eu de la consolidation. Mais j'ajouterais que parallèlement à ça, il y a aussi le développement, un nombre de petites fermes qui se développent. Ça, c'est plus récent comme processus, beaucoup orienté production de proximité, en production végétale surtout, parfois spécialité animale, mais davantage végétale. Les exemples abondent, des pousses de légumes que je voyais dans un reportage ce week-end, des productions orientées sur le domaine de l'hôtellerie, restauration, des gens qui veulent vivre. Donc, depuis votre rapport, plus de diversité qui commence à apparaître. Oui. Mais est-ce que vous diriez, comme vous dites dans votre rapport, moins d'État, plus de marché? Plus de marché. C'est déjà le cas? Oui. Ben, c'est déjà le cas. On ne peut pas dire s'il y a plus de marché, c'est parce qu'il y a une volonté
d'une jeune relève qui, elle, se dit les productions contingentées, très peu pour moi, parce que je n'ai pas les moyens, et les productions sous ASRA, bien, ça me limite. Alors, il y a une jeune relève qui, elle, dit, je veux faire autre chose. Et elle le fait avec des moyens qui sont souvent limités. Alors, c'est une sorte de tendance émergente qui réjouit en ce qui me concerne. Ça me fait bien plaisir d'entendre ça. Ben, Monsieur Saint-Pierre, on vous remercie beaucoup. Dans une deuxième partie, on va aborder deux sujets importants, l'agriculture également, les terres agricoles et la gouvernance. Merci. Merci.